Bonjour à tous. Donc Claire Carès de la Chambre d'agriculture de Bretagne, en charge des expérimentations du troupeau bio à Trévarez. Donc je vais commencer cette présentation sur des leviers fourragers, adaptés, dans 3 contextes différents. Et je passerai la parole ensuite, à Adrien et Julien, de Ferminov et de Torigny. Si on reprend, un petit lien sur, le contexte, on sait que la courbe de croissance de l'herbe, va se modifier, dans à peu près, voilà, à l'échelle, vraiment, de l'Hexagone, avec des effets de sécheresse qui seront de plus en plus importants, une pousse de l'herbe qui va se décaler et aussi, une opportunité à l'automne avec notamment, des stocks d'herbes qui pourront être disponibles et à valoriser. Donc dans ce contexte-là d'augmentation de température, on cherche dès à présent des techniques et des leviers d'adaptation. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter tout de suite avec 3 leviers proposés, pour des bovins laits et des bovins viande, donc dans 3 contextes pédoclimatiques différents. À Trévarez, sur le troupeau bio, donc dans un contexte humide, dans le Finistère. À Torigny d'Anjou, dans un contexte plus séchant, autour des 670 millimètres d'eau par an, sur le levier des métailles. Et à Ferminov, dans Saône-et-Loire, donc comme on vous l'a présenté tout à l'heure, en bovin allaitant, avec environ 900 millimètres d'eau par an. Si on démarre, on va commencer par le pâturage hivernal. Donc le pâturage hivernal, en opportunité et en levier fourrager pour notamment s'adapter à un contexte avec des stocks d'herbes d'automne qui peuvent être importants. Et aussi, on voit par l'effet du changement climatique, la pluviométrie qui peut être de moins en moins bien répartie sur l'année, et donc aussi des hivers et des automnes très pluvieux. Pourquoi le pâturage hivernal? Parce que c'est une opportunité de valoriser cette herbe qui est disponible dans le contexte, et notamment dans le contexte de l'Ouest. C'est une ressource économe. Donc on sait que voilà, l'herbe pâturée est la ressource fourragère la plus économe. Ça permet aussi, dans le contexte bio de ration hivernale déficitaire, de pouvoir équilibrer la ration à moindre coût. Et c'est aussi une opportunité parce qu'il y a beaucoup de diversité de pâturage hivernal. Quand on manque de bâtiments, quand on a aussi des problèmes de place, de pouvoir faire pâturer ces animaux en hiver. Notamment aussi, ça peut être des animaux en croissance. Là, on s'est intéressé à cette technique sur des animaux en lactation, donc des vaches laitières croisées du troupeau bio. On a analysé pendant 3 hivers, donc de 2022 à 2025, des animaux qui sont sortis tous les jours sur les 4 mois d'hiver, de novembre à février. Et vous voyez la pluviométrie moyenne sur ces 3 hivers, donc très pluvieuse, entre 500 et 700 millimètres d'eau sur les 4 mois d'hiver. Peu d'impact du gel, même s'il y a eu des jours avec en dessous de 0 degré, on voit que l'impact ça n'a pas été un frein pour sortir les animaux. Et les jours sans sortie au pâturage, que vous voyez, moins de 7 jours, correspondent plutôt à des cumuls pluviométriques importants, donc des jours à plus de 40-50 millimètres d'eau qui ont impacté du coup la sortie des animaux. Le premier enseignement de pâturer en hiver, c'est déjà que l'herbe d'hiver, c'est une herbe de qualité, avec de bonnes valeurs alimentaires. On voit qu'on a une matière azotée totale autour des 19-20%, et presque 0,9 UF. On est sur vraiment une faible pousse, c'est une pousse qui fluctue entre 0 et 10 kg de matière sèche par jour sur l'hiver, donc très faible. Par contre, elle est très dense, autour de 255 kg de matière sèche par hectare par centimètre, et elle est riche en graminées, donc notamment dû aussi au cycle. On est sur plus de 80% d'herbes riches en graminées et feuillus. Cette herbe, si on regarde entre une consommation par les animaux en hiver par rapport à une zone témoin non pâturée, on voit qu'on a en fait une différence, un retard, on va dire, de pousse qui se fait au printemps, aux alentours de 34%, entre les zones qui ont été du coup pâturées par les animaux en hiver et les zones non pâturées. Mais ce retard et cette différence se gomment très très rapidement à la période de printemps et en pleine pousse. Et si on regarde même à l'échelle annuelle, on a le même rendement entre les zones pâturées et les zones non pâturées. Et en fait, cet écart correspond, on l'a vu après la méthode d'ingestion à l'herbe des animaux avec Herbvalo, correspond à la quantité ingérée par les animaux pendant l'hiver. Donc on est vraiment sur un rendement équivalent.
Donc pas d'impact sur la prairie au printemps et dans les cycles suivants. Pareil, si on regarde, on a étudié le piétinement avec, différentes méthodes, donc c'était un petit peu un protocole exploratoire sur, des traces de pattes, des pourcentages de sol nus, et aussi l'utilisation d'un pénétromètre. Ce qu'on a, observé comme, critère le plus pertinent, c'était le pourcentage de sol nu, donc vraiment sans végétation. On voit qu'il augmente fortement, il peut monter jusqu'à 30 après, le passage des animaux et la sortie, du paddock, mais on voit finalement que, pareil, à partir du printemps et de la période de pleine pousse, donc nous, printemps, sur Trévarez, là, ça correspondait à fin mars, on est à vraiment un niveau équivalent entre les zones pâturées et les zones témoins. Donc on ne reconnaissait plus, en fait, les zones pâturées et zones témoins. On n'a plus de traces quasiment de pattes et de pourcentage de sol nu. Si on regarde maintenant qu'est-ce que les animaux ont fait de cette herbe à pâturer en hiver, on était, donc je vous rappelle, sur un troupeau de vaches croisées, donc des vaches aussi plus légères, croisées 3 voies, Holstein, normande et jerseyaises, entre 30 et 40% de primipare sur ces 3 hivers. L'ensemble des animaux avait une ration complète à l'auge, donc à base d'ensilage d'herbe à volonté, 5 kg de maïs ensilage, un petit peu d'enrubané de luzerne, et qui était complémenté par 2 kg de métail grain, triticale avoine pois. L'ensemble de cette ration était distribué à l'auge, aucun concentré n'était distribué au robot de traite, parce qu'on est en traite robotisée. Et la moitié des animaux, donc 25 vaches, avaient un accès en plus à 3 heures de pâturage par jour. Donc elles étaient bloquées dans la parcelle de 9h à midi. Sur les 8 semaines d'essai, donc ça correspondait à peu près de fin novembre à février, elles ont tourné 2 fois sur le parcellaire. Donc elles ont eu 2 tours de pâturage sur les 11 hectares accessibles, avec un système donc de fil avant de 2 jours sur des paddocks de 0,5 hectares, et au deuxième tour, un seul jour par paddock. On est, si on regarde l'effet sur les performances des vaches laitières, on a un effet positif de l'herbe pâturée, parce que c'est de l'herbe qu'elles ont mangé en plus. On estime à peu près, pour 3 heures de pâturage, à 2,6 kg de matière sèche d'ingestion par animal. Donc on voit qu'en ingestion moyenne totale pour le lot au pâturage, on est autour des 18,4 kg. Et finalement, c'est plutôt de l'herbe qu'elles vont manger en plus, parce qu'on voit qu'il y a plutôt une faible substitution. Il n'y a que 1 kg d'écart d'ensilage d'herbe par rapport au lot témoin. Donc c'est vraiment de l'herbe qui, elles vont l'ingérer en plus et leur apporte en plus, du coup, un meilleur équilibre énergie-azote, parce qu'on est sur à peu près 0,85 PDI par UFL pour les animaux au pâturage par rapport à 0,80. Cette ingestion a permis une production laitière supérieure de environ 1,8 kg par vache par jour de lait en plus. Du coup, les 2 premiers hivers, on n'a pas d'effet significatif le 3e hiver. Et par contre, pas d'effet sur les taux, la santé, le poids des animaux ou la propreté, qui a aussi été évaluée avec des diagnostics Boviwell. Pour les 2 premiers hivers, si on simule ce troupeau à un troupeau classique de 75 vaches laitières en bio, on a un gain de marge sur coût alimentaire de quasiment plus de 2100 € par mois pour un troupeau de 75 vaches, si on prend donc les 2 premiers hivers, parce que finalement, cette herbe pâturée, c'est une ressource disponible à faible coût. Donc ça impacte positivement la marge sur coût alimentaire. Et le travail estimé, c'est aussi un critère qui nous intéresse de plus en plus dans nos essais, de regarder l'impact sur le temps de travail et la pénibilité. Vous voyez qu'il est estimé à plus 16 minutes par jour, donc c'était pour 25 vaches laitières, avec aussi une accessibilité, c'est-à-dire que les parcelles de pâturage étaient à moins de 500 mètres de la stabulation. Donc c'est aussi un temps qui peut jouer par rapport à de la distance au pâturage. Et aussi, ce qui a été remarqué sur ce temps, c'est que certes, il paraît faible, mais c'est aussi le type, c'est-à-dire la pénibilité, c'est travailler en conditions très humides pour le fil avant, les clôtures. On est vraiment quasiment sur une pluie 1 jour sur 2. Pour conclure, c'est une pratique qui est validée, qui
qui pourrait se pérenniser, nous, sur le dispositif bio. C'est une opportunité à saisir pour les élevages bovins, parce qu'il y a plein de pratiques différentes, que ça soit en bovin lait ou en bovin viande, notamment avec des animaux en croissance ou des génisses gestantes. Il y a d'autres essais qui ont été menés que vous pourrez retrouver sur farmxp.fr. Nous, dans nos conditions de chargement, 3 heures de pâturage par jour en conditions humides n'impactent pas la prairie au printemps, ni sur sa flore, ni sur son état, ni sur son rendement, donc ni de dégradation. Une chose à retenir, c'est que l'herbe d'hiver est de bonne qualité, et donc on a plutôt peur d'y aller, mais finalement elle a de bonnes valeurs alimentaires et elle peut même équilibrer une ration déficitaire. Et pour le troupeau, nous, sur le système en agriculture biologique, ça a permis plus d'ingestion et plus de lait, 2 hivers sur 3, sans surcoût alimentaire. C'était un équilibre à trouver quand même entre chargement et temps de présence. On voit qu'en fonction de ces contextes pédoclimatiques, c'est une pratique qui peut être testée, mais qu'il faut avoir aussi bien conscience de son contexte et de son type de sol. Et une chose aussi vraiment à retenir, c'est que c'est possible avec des chemins de qualité où on évite au maximum l'eau stagnante, parce que le pâturage hivernal et aussi le pâturage de fin de saison, d'automne ou précoce en début de printemps impactent fortement l'état des chemins. Donc il faut vraiment un aménagement parcellaire de qualité pour pouvoir pâturer finalement toute l'année. Vous retrouvez l'ensemble de ces travaux et plus précisément le volet animal et végétal sur farmxp.fr. Et je remercie le travail de Paul Irien, qui était notre apprenti pendant 3 ans à la ferme de Trévarez, qui a travaillé sur ce sujet. Après la pluie, le beau temps, et je vais vous passer la parole à Adrien pour aller en Saône-et-Loire. Bonjour à tous, donc Adrien de Marbet, de la ferme Innov à Jalogny en Saône-et-Loire. Et donc là, on va s'interroger sur un autre levier d'adaptation au changement climatique pour sécuriser nos systèmes fourragers, c'est le sorgho. Alors pourquoi le sorgho? On s'intéresse depuis plusieurs années à Jalogny, notamment parce qu'il y a eu un très gros travail, un effort variétal des semenciers sur les variétés, que ce soit en termes de rendement et de valeur alimentaire. Par contre, il y a des itinéraires techniques à adapter, à créer en exploitation, et puis après derrière à diffuser par les conseillers pour les éleveurs, puisqu'il y a des itinéraires particuliers de production des sorgho. Alors, quels étaient les objectifs de cet essai? Donc, avec la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et Ferme Innov, nous avons donc essayé pendant plus de 5 ans l'intérêt de différents types de sorgho, différents types de variétés, dans des climats différents, avec des sols plus ou moins séchants. Et nous avons mesuré les potentiels de rendement, de qualité, la maturité de ces sorgho en comparaison toujours avec des maïs. Donc, comme je vous le disais, on a fait ces essais sur 5 années, donc de 2021 à 2025, avec chaque année donc, des parcelles en bande sur une même parcelle, avec plus ou moins 10 variétés qui ont été testées. Et derrière, l'ensemble de ces sorgho était valorisé zootechniquement par notre troupeau expérimental, donc dans notre bâtiment des Auges peseuses. Et donc, ces sorgho étaient analysés donc, en termes de valeur alimentaire avec différents types de laboratoires, différents laboratoires. Et puis, nous avons mesuré les rendements et puis les pourcentages de matière sèche pour l'ensemble de ces sorgho. Donc, déjà, ce qui est important de retenir, c'est que le sorgho, il a un pouvoir racinaire qui est très fort, très dense. Il a une capacité à limiter son évapotranspiration par rapport à un maïs. Et ça, on le retrouve directement dans les résultats que vous pouvez retrouver sur le graphique. Sur plus de 27 variétés qui sont présentées. En rouge, vous avez la moyenne du maïs fourrage, notre témoin. Et donc, on peut voir que sur plus de la moitié des sorgho, le rendement est supérieur au témoin qui est le maïs. Et ça, justement, c'est grâce à sa capacité, en septembre particulièrement, à revaloriser le retour des pluies. Il faut savoir qu'un sorgho, il fait 25 à 30% de son rendement à partir de septembre ou sur début octobre. Ça, derrière, on l'a très bien montré et valorisé par rapport à un maïs qui, lui, se bloque au premier coup de sécheresse. Un des points importants aussi à retenir, et vous pouvez le voir sur la petite illustration, c'est que chez nous, dans le contexte, en tout cas en Saône-et-Loire, on a beaucoup d'attaques de prédateurs, notamment le sanglier. Et le sorgho a la capacité, par sa faible présence en amidon, à ne pas être sujet aux attaques de sanglier, ou en tout cas moins. Et on peut le voir très bien là, sur plus de 3 années sur 5, c'est difficile de récolter le maïs dans les bonnes conditions parce qu'il est attaqué, mangé par les sangliers. Voilà. Là où le sorgho, lui, reste intact.
En termes de valeur alimentaire, ce qui est intéressant de retenir, c'est sur toutes les variétés qu'on a pu tester. Il y a eu, encore une fois, comme je le disais, un travail des semenciers important, notamment sur les sorgho dits BMR, donc qui ont une capacité avec une meilleure digestion de la lignine, où on obtient des valeurs alimentaires qui sont très intéressantes, et on le verra derrière sur la valorisation zootechnique de nos animaux. Et donc on est en moyenne, comme vous pouvez le voir, sur des valeurs énergétiques, donc sur une base INRA 2007, sur des 0,95 UF en moyenne, 0,83 UFV, et des valeurs protéiques de 48 PDIN et 50 PDIE. Donc on est proche d'un très bon maïs. Le point de vigilance quand même sur le sorgho, et c'est ce qui est important à retenir de notre plateforme d'essai, on a des bons rendements, des bonnes valeurs alimentaires, mais ce qui est le plus difficile, c'est d'obtenir la maturité lors de la récolte, donc qui est souvent pour un ensilage chez nous entre le 18 septembre et le 15 octobre. Et ce qu'on a pu observer sur l'ensemble des variétés qu'on a pu tester, donc 27 différentes, c'est que finalement ce qui est utile dans le climat Bourgogne-Franche-Comté, c'est des variétés plutôt précoces ou demi-précoces, puisque derrière, on arrive à avoir 25 à 30% de matière sèche, tandis que les variétés demi-tardifs, voire très tardifs, sont difficiles à exploiter avec cette utilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sorgho s'implante dans un sol réchauffé, donc après le 15 mai, en tout cas dans le contexte de Bourgogne-Franche-Comté. Donc globalement, ce levier, chez nous, il est utile. On ne dit pas que voilà, il faut remplacer totalement le maïs, c'est pas le but, mais dans des parcelles avec des potentiels limités pour le maïs et en conditions séchantes, le sorgho il a sa place pour diversifier le système fourrager et sécuriser nos rendements en exploitation. Les valeurs alimentaires, on l'a montré, elles sont proches d'un bon maïs, il y a une très bonne appétence. En termes économiques, les coûts à l'hectare d'implantation sont bien plus faibles. Hein. Voilà, on est plutôt autour de 130 € de l'hectare pour un sorgho, là où il faut plutôt aller chercher 180 à 200 € pour un maïs. Et puis surtout, comme j'ai dit, on a très peu de dégâts de sangliers, et dans certaines régions, ça peut permettre de sécuriser les rendements. Mais le sorgho, ça reste une plante tropicale, il y a un besoin en somme de température important, et donc il y a une importance sur les choix variétals, sur la précocité, pour obtenir un rendement et une bonne conservation derrière des fourrages et notamment de l'ensilage. Les solutions herbicides sont limitées, ça on a pu le montrer aussi sur les 5 ans. Il faut travailler avec des sols propres ou des désherbages précoces, puisque derrière, les conditions sont plus difficiles pour pouvoir traiter. Et globalement, je vous invite à poursuivre du coup, à poursuivre vos recherches à travers ces différentes variétés sur la partie agronomique, mais aussi d'aller par exemple sur le site de PharmXP où on a étudié la réponse zootechnique sur des génisses charolaises en engraissement, où on obtient des très bons résultats d'engraissement grâce à nos sorgho. Donc voilà, c'est le projet Mélusine qui est sur le site PharmXP. Et donc voilà, pour plus d'infos, vous pouvez vous renseigner à Ferminov ou avec nos collègues de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, avec qui on conduit ces essais depuis plusieurs années. Merci Adrien. Donc Julien Fortin, j'ai 5 minutes. Ok. Donc Julien Fortin, ferme expérimentale de Torigny-d'Anjou. Donc après l'herbe en hiver, le sorgho en été, on va passer sur une culture de printemps, les associations céréales protéagineux, communément appelées les métailles. Alors en 5 minutes, on va faire plus court. Donc on va retenir qu'il y a, à travers les travaux conduits sur la ferme expérimentale de Torigny-d'Anjou, des métailles de première génération, donc résultat publié par Jean-Paul Coutard à partir de 2008, où on était plutôt sur une base céréale avec une part de protéagineux suffisamment intéressante pour avoir une bonne valeur nutritive, sans être confronté au problème de verse. Donc à partir de là, voilà, on avait un mélange base triticale, pois fourragé, vesse. Un fourrage d'une bonne valeur nutritive qui était récolté en fait avant les épisodes de sécheresse estivale. Et on s'est rendu compte qu'aussi, pendant cette culture, on pouvait y associer une prairie, implanter une prairie sous couvert de cette association céréales protéagineux. Ensuite est venue ce qu'on a appelé la deuxième génération de ces associations céréales protéagineux avec l'introduction de la févrole. Donc ça, c'est ce qu'on vous a présenté il y a quelques temps aussi au biennale PharmXP avec Bertrand. Et là, c'était un fourrage globalement qui nous a amené plus de robustesse parce qu'un plus large panel d'utilisation avec une valeur nutritive significativement plus intéressante, notamment sur la MAT. Fourrage qui a permis après, derrière, dans son utilisation zootechnique, de mettre en place, en tout cas sur la ferme expérimentale de Torigny-d'Anjou, des rations 100% fourrage, c'est-à-dire sans complémentation en céréales ou en protéagineux, pour des animaux à plus fort besoin.
Et donc, à travers ces résultats, on s'intéresse éventuellement aux associations de céréales protéagineuses de 3e génération en se disant, est-ce qu'on peut augmenter la part de févrole dans ces mélanges? Parce que la févrole, elle a un avantage en fait par rapport aux autres protéagineux, c'est qu'elle propose un effet tuteur et du coup qui permet d'allonger le cycle de production et d'aller chercher le maximum de biomasse par hectare. Donc du coup, on a proposé un essai analytique en fait, où on compare trois mélanges. Un premier classique qu'on a appelé CER+, très enrichi en céréales, donc l'équivalent, enfin le métail de première génération, qu'on a comparé à un régime mixte, donc 2e génération, dans lequel on a introduit une part de févrole, et le 3e, en fait, où on a une dose à 3/4 pleine de févrole, plus 1/4 de céréales, complémentés avec du pois fourragé et de la vesse. Et ces trois mélanges, on a voulu tester leur opportunité à 2 stades. Le stade floraison des céréales, donc qui correspond à une récolte à peu près à mi-mai, et au stade laiteux pâteux des céréales, qui correspond à une récolte début juin. Donc toujours récolté en coupe directe. Et dans tous les cas, nous avions semé une prairie sous couvert de ces associations céréales protéagineuses. Alors au niveau des résultats, on va déjà regarder ce qui concerne l'association céréales protéagineuses. Vous avez à droite encadré les 3 mélanges récoltés au stade tardif, donc laiteux pâteux des céréales, et à gauche ceux récoltés au stade intermédiaire. Ce qu'on voit, c'est un écart significatif sur la productivité en fonction du stade, quelle que soit la nature du mélange, à raison de 3 tonnes de matière sèche. Et ça s'explique par quelque chose qui est hyper important, c'est que sur le mois de mai, en fait, avec ce type d'association, la croissance est de 140 kg de matière sèche par hectare et par jour. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et l'idée c'est de l'utiliser. Néanmoins, en récolte intermédiaire, on est sur des rendements globalement satisfaisants, autour de 7 tonnes de matière sèche, ce qui permet de justifier leur place à l'échelle d'un système fourragé. Qu'est-ce qu'on observe sur les mélanges tardifs? C'est globalement moins de variabilité. Donc ça, c'est intéressant parce que voilà, on cherche des solutions fourragères d'adaptation au changement climatique, donc des fonctions de robustesse. Si on arrive à diminuer cette variabilité, ça amène de la fiabilité pour le système fourrager au service de l'éleveur. Et qu'en est-il des valeurs nutritives? Et globalement, plus on augmente la part de protéagineux, plus on dope la valeur nutritive, notamment sur la partie protéique, donc ça c'est évident. Plus on avance le stade de récolte, plus là aussi la valeur nutritive est intéressante, notamment sur la MAT. Ce qui est intéressant, c'est la dernière ligne qui est écrite, en fait, c'est les kilos de MAT produites par hectare. Et là, on se rend compte qu'en fait, qu'en intégrant ce compromis valeur nutritive et productivité, on a une solution qui produit le plus de MAT par hectare, donc ça va être un mélange riche en févrole et récolté le plus tardivement possible. Alors en parallèle de ces associations, bien sûr, on avait mis des prairies en dessous. Donc là, sur ce graphe, vous voyez en violet le rendement de l'association céréales protéagineuses et en vert, les cycles de prairies. Dans le cas d'une récolte dite intermédiaire, à la mi-mai, on a un gain sur la productivité de la prairie par rapport à une récolte tardive, de l'ordre de plus d'1 tonne de matière sèche. Donc ça, c'est intéressant, on récolte le fourrage un mois plus tôt, donc du coup, on a ce gain de prairial qui permet directement, du coup, après l'ensilage, en fait, de faire pâturer les animaux. Ce qu'on observe par contre, c'est une variabilité notamment sur la part des diverses. Ça peut être pénalisant parce que l'objectif d'implanter des prairies sous couvert, c'est toujours d'avoir des prairies bien implantées. Et on se rend compte que là, dans le cas de récolte tardive, peu importe la nature du mélange, enfin surtout quand on met beaucoup de protéagineux, on a une part de diverses qui est importante sur la prairie, de l'ordre de 20%. Et ça s'explique par 2 choses, des problèmes de verse, qui peuvent favoriser le bon développement des diverses, donc verse qui est causé par notamment une part de protéagineux trop importante dans le cas de récolte tardive, mais aussi un effet dose de semis, nombre de graines par mètre carré au moment du semis. En fait, on dose à moins forte densité les protéagineux que les céréales, donc du coup, potentiellement, quand on augmente la part de protéagineux, on laisse plus de place aux adventices. Voilà. Et dire que en moyenne, sur le cumul de biomasse, on a un avantage aux récoltes tardives, c'est évident. Alors ensuite, très rapidement, sur une approche économique, on va juste regarder 2 lignes, les euros par MAT en fonction du mélange et du stade de récolte, et les euros par 1000 UFL produits. Et là, on se rend compte que la récolte tardive, elle se dégage vraiment favorablement. C'est-à-dire que c'est la stratégie qui permet de produire de la MAT et des UF à moindre coût.
Sur ces critères, en fait, ça se différencie principalement sur la MAT, parce qu'on a vu tout à l'heure, enfin, j'ai pas pu le dire, mais que sur la valeur UFL, il y avait quand même très peu de variabilité au regard des mélanges qui avaient été testés. Globalement, à l'issue de ces travaux, se dégagent 3 stratégies fourragères. Une stratégie, donc là vous avez un graphe avec le cumul de biomasse en abscisse et en ordonnée la production de MAT par hectare. On peut dire qu'on peut avoir une stratégie valeur nutritive qui va plutôt intéresser des systèmes fourragers laitiers ou permettant de satisfaire des rations avec des animaux à fort besoin. Dans ce cas-là, on va utiliser des mélanges plutôt fortement enrichis en févrole, donc on va appeler FEV+, qu'on va récolter au stade intermédiaire et on a une très très bonne valeur nutritive avec un rendement satisfaisant. Une stratégie qu'on va qualifier d'équilibre, donc qui apparaît en vert là sur le graphique, où là on va prendre notre mélange dit mixte, demi-dose de févrole, demi-dose de céréales, qui va être le meilleur compromis entre rendement et valeur nutritive. Et enfin une stratégie volume qui va être plutôt adaptée à des animaux avec des besoins dits modérés, où là on va utiliser toujours notre régime mixte. Alors pourquoi pas le régime févrole? Parce que le régime févrole, on a vu qu'en fait il était beaucoup plus sensible aux problèmes de verse, donc le régime mixte amène plus de robustesse, avec un niveau de MAT satisfaisant et un gain de l'UF aussi qui est correct. Pour conclure, donc les ProSerre, donc ça reste des fourrages qualitatifs et quantitatifs qui permettent une récolte significative avant les épisodes de sécheresse estivale, donc toujours un bon levier face aux d'adaptation au changement climatique. L'augmentation de la part de févrole, elle se fait vraiment au service de la valeur nutritive, elle est non pénalisante pour la prairie qui est implantée en dessous. Attention cependant aux problèmes de verse. Donc le champ du possible, on a vu qu'il y avait un large champ du possible en fonction de la productivité, de la valeur nutritive, et j'ai envie de dire ça nous interroge aussi sur les modèles animaux à mettre en face de ces fourrages. C'est-à-dire qu'à un moment il n'y a rien de magique, le fourrage parfait, la ration 100% fourrage, non, elle ne fonctionne pas pour tous les modèles animaux, et souvent on manque de références sur la diversité des modèles animaux qui pourraient correspondent au fourrage permis dans des systèmes d'exploitation. Et enfin, bien sûr, des travaux à poursuivre avec la place de ces mélanges riches en févrole qui peuvent avoir des intérêts, mais qui ne sont pas toujours évidents à placer dans une rotation, parce que la févrole, en fait, elle est susceptible d'avoir beaucoup de problèmes, notamment sur les maladies. Et une autre interrogation qu'on a, c'est pour aller toujours chercher plus de valeur nutritive sur ces mélanges, en respectant ces cycles de production, c'est de donner peut-être une place plus importante au trèfle annuel, au bisannuel. Donc, c'est des travaux que nous avons en ce moment en cours sur le site de Torigny. Donc, une conclusion globale sur ces 3 leviers d'adaptation fourragée au changement climatique. Donc, l'herbe pâturée en hiver, ça marche très très bien, même sur des vaches laitières en production. Le sorgho fourragé aussi, dans le contexte de Jalony, avec des niveaux d'exigence aussi sur les animaux qu'on peut avoir face à ce fourrage. Et enfin, les métailles qu'on a testés à Torigny. La diversité de ces stratégies fourragères, en fait, permet d'amener de la robustesse à l'échelle d'un système d'élevage et de miser sur un système d'élevage avec uniquement une stratégie fourragère, c'est peut-être dangereux. Et l'idée d'avoir plusieurs leviers amène cette fonction robustesse. On a des bonnes valeurs nutritives globalement sans coût. On a vu que de l'herbe en hiver à 19-20% de MAT, ça peut être super intéressant, à condition d'y amener le bon fourrage complémentaire. Le sorgho monocoupe, très très pertinent, pareil, à condition de l'équilibrer dans les rations. Et enfin, les métailles qui amènent sûrement plus de souplesse dans l'utilisation parce qu'ils sont plus simples à équilibrer dans l'alimentation des bovins. Et donc voilà, oui, des compléments bien sûr pour équilibrer ces rations pour une bonne valorisation de la ressource fourragère. Voilà, on vous remercie pour votre attention. On va passer aux questions. Alors, le temps que tu passes le micro, j'en ai une ou deux, j'en ai plusieurs, là je vais essayer de les mixer, peut-être pas toutes les passer non plus, on a pris un tout petit peu de retard. Sur l'herbe, le pâturage hivernal, je pense Claire tu l'avais passé rapidement, le taux de matière sèche, première question, les indicateurs de santé, deuxième question, et puis peut-être, tu l'as dit aussi dans ta conclusion, mais les questions sur les rendements avec et sans pâturage entre la saison hivernale et puis la saison d'après.
C'est du coup des taux de matière sèche assez variables, mais on est à peu près à 15% de matière sèche. Sur la santé, on a observé très très peu d'impact en fait sur la boiterie, les problèmes de pâte. Donc nous, on n'a pas vu d'effet sanitaire. On a déjà un troupeau voilà, qui a peu de problèmes sanitaires, mais le pâturage hivernal n'a pas impacté négativement sur ce volet-là. Il y avait un complément. Bah, c'était l'équivalent rendement avec et sans pâturage hivernal pour après là. Mais je me souviens de ton graphique là où tu montres qu'il y a une petite chute et que ça se redresse. Oui. C'est du coup les mêmes niveaux de croissance et l'impact rendement annuel. Là, on était sur des prairies temporaires aux alentours de 7 tonnes de matière sèche de rendement annuel. Une autre question sur ce sujet-là, sur les niveaux de flore des prairies avec et sans suite au pâturage, la diversité de la flore. Oui, ils n'ont pas été présentés là parce qu'il fallait aussi qu'on soit synthétique. Sur l'aspect composition floristique, en fait, nous, on a observé ni d'effet négatif ni d'effet positif du pâturage hivernal, c'est-à-dire que le taux de légumineuses de départ de la prairie se retrouve au printemps et après dans les années suivantes. On n'a pas eu un effet ni dégradation du coup du taux de légumineuses, ni augmentation au printemps. Donc on est à niveau équivalent par rapport au taux de prairie de départ. Sur le pâturage hivernal, je suis désolé, les questions se portent sur vous, mais est-ce que vous avez vu un effet sur la reproduction, enfin, soit en plus ou en moins, est-ce que vous avez regardé un petit peu ce côté-là? Sur les animaux, la facilité de vélage ou Est-ce qu'il y a les des préconisations qu'il pourrait y avoir derrière? Non, nous on est en plus sur du coup le pâturage hivernal en période d'IA, parce que du coup c'est 2 périodes de vélage, et du coup de fin novembre à potentiellement fin février, on est sur des périodes d'insémination. On n'a pas eu d'effet, on n'a pas vu d'effet entre les animaux qui sortaient ou les animaux en bâtiment. Oui, donc Jean-Pierre Clément, donc je suis élu chambre et producteur de lait, donc dans le centre-Bretagne. Moi, ça m'interpelle sur le pâturage d'hiver, avec tous ses effets positifs, notamment sur la qualité de la ration, équilibre énergie-azote. Quand je vois l'herbe qu'on a actuellement dans nos champs, malheureusement, on ne peut pas y accéder pour des questions pédoclimatiques. Et donc la question que je vous pose, comment se fait-il que la plupart de mes collègues, comme moi, on ne pratique pas le pâturage d'hiver? C'est souvent par méconnaissance, mais c'est aussi souvent par peur d'abîmer nos pâtures pour accéder au printemps ensuite. Oui, je pense qu'il y a vraiment un frein qui est lié à la crainte d'abîmer ces parcelles. C'est vrai que il y a quand même un contexte où il faut évaluer notamment le taux d'argile dans sa parcelle, l'impact de réessuyage. Mais au final, on sait que là, on teste dans nos 2 fermes, et je pense à Torigny aussi, du pâturage hivernal plus impactant qui s'appelle le ball grazing, où on met les animaux vraiment 24 heures sur la parcelle, et on voit que la prairie repart. En fait, c'est aussi un frein qu'on a par rapport à mettre les animaux dehors en conditions humides, mais finalement, en laissant un temps de repos. Nous, là, sur pâturage hivernal, on avait un temps de repousse entre les 2 cycles autour de 40 jours. Là, sur le ball grazing, on est sur des temps encore plus importants, mais on voit que la prairie, à chaque fois, repart et n'est pas si impactée que ça, en fait. Si je peux compléter peut-être. En complément, je rajouterais qu'il y a la question du modèle animal. En fait, effectivement, une vache de 700 kg en pâturage hivernal, non, ça va pas bien se passer pour la prairie. Là, on est vraiment sur des animaux, alors sur une ration complète. Je vais parler en allaitant. Donc nous, comment on le fait? C'est avec des animaux de plus petits gabarits, de l'ordre de 500 kg. Donc on a la chance de les avoir, des animaux en croissance, des génisses et bœufs liés au système de production. Et aussi avec des modalités de pâturage qui sont différentes, des changements quotidiens, des chargements instantanés très forts, et du coup un temps pour la prairie pour qu'elle se repose. Donc effectivement, en parallèle de ce qui avait été conduit à Trévarez, nous on a fait des essais 100% pâturage ration 100% pâturage hivernal sur des génisses, que des effets positifs derrière, que des effets positifs, tant pour l'animal que pour la prairie. Et là, avec ce qu'on fait sur le ball grazing, quelques effets négatifs sur la prairie, mais je pense qu'on va très très loin dans ce qu'on va tester. Mais là encore, voilà, moi j'insiste beaucoup dessus, c'est voilà, le modèle animal par rapport à la ressource, quoi. Cette adéquation qu'on a plus trop dans plusieurs fermes. Et en plus, un impact où là, par exemple, en vache laitière, on limitait le temps de présence à 3 heures. Donc finalement, 3 heures par jour
sur la prairie 2 fois dans l'hiver, bah, l'impact aussi est réduit. Donc c'est un peu, comme je vous disais, équilibre, chargement, temps de présence, et qui peut être finalement adapté à quasiment tous les contextes, bovin-lait et bovin-viande, et qui est d'autant plus avantageux en cas de ration déficitaire, nous, sur les systèmes bio. En fait, donc dans les 3 heures, c'est vraiment du temps consommable. Effectif, ouais. Et donc vraiment, voilà, c'est tiré au bénéfice au maximum du pâturage, et non pas que la vache aille se coucher dans l'herbe. Non, puis, voilà. c'était vraiment du temps d'ingestion, et on était en moyenne sur des hauteurs entrées à 8 cm, sortie 5, quoi. Vraiment une herbe accessible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Deux questions sur le sorgho. Après un dérobé de RGI, est-ce que c'est selon toi possible, ou est-ce que vous l'avez déjà fait? Et puis, différence entre le sorgho monocoupe et multicoupe, donc notamment sur les valeurs alimentaires. Alors oui, justement, nous, notre essai, il est en condition d'un dérobé. Donc pendant plusieurs années, on l'a fait derrière des métayes. Et justement, le sorgho, il amène cette souplesse, contrairement à un maïs. C'est qu'on a la possibilité de le semer, et on peut le semer qu'après le 15 mai. Donc on a plus de temps pour une valorisation, notre métaye. Et derrière des régras, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça permet même de faire plusieurs coupes et de semer derrière le sorgho avec plus de sérénité. Après, l'autre question, pardon, c'était dessus. C'était sur les différences de valeurs alimentaires entre le monocoupe et le multicoupe. Ouais, donc pareil, pendant plusieurs années, on avait donc la variété Octane, qui est une variété en multicoupe, qu'on a comparé en termes de rendement. Alors, très souvent, la difficulté, c'est que c'est difficile de le conduire vraiment en multicoupe, parce qu'il y a des soucis voilà, de gestion de récolte, etc., de trouver le bon créneau dans les récoltes sur les exploitations. Mais on arrive derrière à avoir finalement en plusieurs coupes le même rendement qu'on peut avoir avec une monocoupe. Les valeurs alimentaires sont pareilles, sont un petit peu plus dégradées que sur les variétés monocoupes. On peut prendre encore une question, s'il en reste. Oui, merci. Moi, c'est sur le pâturage hivernal aussi. Je voulais savoir, en lien avec la qualité du lait, est-ce que vous avez pu faire une évaluation, cryoscopie, stabilité des protéines, etc. Est-ce qu'il y a une variabilité ou pas? Oui, on a du coup analysé les taux, donc TB/TP 2 fois par semaine. On n'a pas eu d'effet qu'on a pu soulever en fait entre le lot au pâturage et le lot qui était 100% bâtiment. Sur ce côté qualité du lait. Alors après, on est aussi sur un troupeau croisé, donc avec des taux assez élevés. Donc il n'y a pas eu un effet lié à la ration. Et pareil sur les autres analyses, on n'a pas eu un effet négatif en fait. Merci à tous pour cette présentation. Merci. Ah oui. Alors maintenant, pour cette dernière séquence, avant de passer à la conclusion, on vous propose de faire un peu un débrief sur les différentes présentations et les différents ateliers qui se sont succédés. Donc vous avez 3 questions qui vous sont posées. Et l'idée, c'est de réagir un petit peu, de donner votre avis sur ces questions, sur éventuellement, si jamais pour la suite des travaux, vous avez des besoins que vous identifiez à la suite de ce qu'on vous a présenté. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être mieux valorisées en termes de résultats? Et enfin, est-ce qu'il y aura des points améliorés ou que vous souhaiteriez partager en lien avec toutes les choses qui ont été menées dans le cadre de Ferme XP? Donc là, c'est plutôt donner votre avis un peu sur les différents travaux qui ont été conduits et les améliorations et autres points d'étude. On vous prend un peu à froid. Voilà, là c'est un temps d'échange. On sort un peu des questions techniques pures et dures, hein. Donc des idées, des avis, des besoins. Et toujours penser à vous présenter pendant quand vous. Oui. Ouais, merci beaucoup. Artus, responsable de la ferme de Torigné, donc je suis éleveur de bovins viande.
Sur le début de la présentation, c'est sur l'évolution du climat 2100, avec les plus 4 degrés. Donc on pourra se baigner toute l'année à Trévarez, c'est à peu près ce que je comprends. Moi, dans l'ensemble des études, est-ce qu'on peut être encore plus destructif sur l'évolution de nos fermes par rapport à l'évolution du climat? Par rapport au pâturage hivernal, en fonction des types d'animaux, la robustesse des systèmes? Vraiment d'aller axer sur un côté qui peut être provoquant pour la profession, parce que la profession, on est un peu comme, allez, on aime bien le confort, et l'avenir peut nous faire peur ou ça peut être une opportunité. À vous, qui êtes l'ingénierie, où on vous demande, moi, c'est cette idée-là, d'aller vraiment, d'être provoquant par rapport à la profession. Parce que je pense que la profession, on aime bien le confort. On est là aujourd'hui, on est dans une qualité de prix, même si le lait, ça vient à baisser. En viande, on se masque un peu sur tout, parce qu'on vend à des prix qu'on n'a jamais connus. Mais à un moment donné, ça, les comebacks, ça revient. Donc de manière philosophique, d'aller vraiment sur le côté d'être perturbant. Moi, je suis un simple élu, je représente Olivier Lauder, voilà, ou Denis Lézé. À vous, les élus chambres, vraiment acteurs, moteurs, de pouvoir, face à ces moments de contestation qu'on a dans la profession, allez-y, d'être provocant, aller perturber les agris sur leur, sur leur confort. Voilà, c'était un peu un élément, j'espère ne pas avoir trop perturbé. Est-ce qu'il y a un peu des réactions? Parce que c'est vrai que ce qu'on proposait, c'était plutôt des choses en termes d'adaptation des possibilités et des nouvelles opportunités. C'est vrai que c'était moins dans comme on dit, dans tout ce qui est provocation et déstabilisation. C'est plutôt pour essayer. Est-ce qu'il y a une réaction? Non, je pense que les fermes expérimentales sont là aussi pour tester à la place des éleveurs. Donc là où je peux te rejoindre, c'est d'aller au bout du système, de voir ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. C'est vrai que nous, les agriculteurs, chez nous, on ne peut pas se permettre d'aller au bout du système parce qu'on en paye les pots cassés à nous tout seuls. Donc le rôle des chambres, voilà, le rôle des chambres expérimentales, c'est bien ça, c'est bien de tester, de prendre du risque à la place des éleveurs. Oui, et pour les éleveurs aussi. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien davantage, c'est tellement intéressant tout ce que vous nous dites là, en tant qu'éleveur, en tant qu'éleveur, mais surtout en tant qu'éleveur, c'est qu'il faudrait surtout axer sur la communication de vos études. En fait, c'est déjà fait à travers le MAG, hein, mais il faudra encore davantage approfondir, je trouve. Il y a trop d'éleveurs aujourd'hui qui se posent encore des questions sur leur système, sur ce qui est important, c'est de créer des systèmes résilients. Résilients économiquement, mais aussi climatiquement. C'est ça, c'est le nerf de la guerre de demain, à mon avis. Le message des jeunes, c'est celui-là. Voilà. Bonjour, Paul-Alexandre, Synovia. Moi, du coup, en retour de vos remarques, c'est un peu comment faire pour capter l'attention des éleveurs justement sur ces points-là. Quels sont le type de communication qui, à votre avis, capterait votre attention davantage, peut-être? Il y a une réponse ou... D'accord. Tout à l'heure, on a dit c'est meilleure communication, c'est par rapport. Et en termes de communication, c'est de présentation des résultats ou c'est en termes de... Oui, mais pour communiquer, c'est-à-dire, c'est la manière dont les résultats sont conduits ou c'est plus la manière de diffuser les résultats? C'est comment ça arrive au faire des gens. Voilà. Ok. Il y a tellement de richesse dans vos travaux que ce serait dommage que tout le monde peut organiser. Et que nous, à l'inverse, on est déjà suffisamment informés, oui. On n'est pas forcément le public. Quel est le vecteur utilisé? C'est ça. De toute façon, on voit bien dans nos formations, dans les formations qu'on organise, malheureusement, on a du mal à faire bouger les gens. On a du mal, même sur des sujets très importants, on a du mal à faire bouger les gens. Alors, les gens nous disent on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais pour moi, c'est un faux problème, c'est un faux débat, ça. Au contraire, c'est de créer la réflexion chez la personne, de lui dire bon ben, aujourd'hui, on fait ce thème-là sur le pâturage hivernal, par exemple. Est-ce que chez toi, c'est possible? Quels sont les leviers positifs? Quels sont les leviers négatifs? Les conséquences économiques?
et climatique aussi, mais c'est des sujets tellement intéressants sur la réduction de son coût alimentaire, sur, enfin, voilà, c'est des sujets, c'est nerf de la guerre, quoi. Sur ce point-là, on pourrait peut-être, j'avais presque te renvoyé la question, mais c'est aussi valable peut-être pour les personnes qui sont dans des structures de formation. C'est vous, comment vous prenez l'information issue de ces travaux-là, mais d'autres, et en tant que conseiller, comment vous les amenez aux éleveurs, parce que c'est vrai que du conseil, il y en a dans plein de structures différentes. Il y a des centres de gestion et conseillers en élevage, les chambres et ainsi de suite. Et c'est comment vous vous valorisez ce qui pourrait être fait. Ce que vous avez vu ce matin. Alors, on va parler du climat parce que ces questions on les aura tout à l'heure sur les autres sujets. Donc, concentrons-nous sur le climat. Comment vous pouvez les transférer? Donc, je vais poser quelqu'un du conseil, quelqu'un de la formation, la presse aussi qui est là, hein, qui relaie nos éléments. Qu'est-ce que vous pouvez mieux faire ou qu'est-ce que vous proposez de faire peut-être et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous pour améliorer ça? Alors je sais pas, je te vois, tu as posé la question, ça tombe sur toi. Alors après, moi, je suis pas directement dans le conseil, je suis au service R&D, puis je suis surtout assez jeune dans le métier. Donc, je connais sûrement pas tout exactement ce qui est fait, mais au terme de groupe d'éleveurs, enfin, on a des animations de groupes d'éleveurs auxquels c'est le genre de sujets qui sont abordés. Je sais que en interne aussi, l'entreprise a proposé des formations sur ce thème-là, mais au sens large, hein, plus large que l'agriculture, sur l'adaptation au changement climatique. Pour nous, les salariés, pour savoir ce qu'on peut faire aussi personnellement, parce que c'est bien de dire aux autres, mais c'est bien de le faire aussi. Et après, je sais qu'une chose qui marche bien souvent, c'est des formations qui sont généralement liées à des subventions et qui du coup... Comment? Oui, sûrement. Mais je pense que de toute façon, il y a tellement à gagner sur ces... d'un point de vue technico-économique, sur les pratiques liées au changement climatique, parce qu'elles sont quand même souvent corrélées, qu'il faut réussir à capter les éleveurs, à mon avis, sous cet angle aussi gain économique lié aux pratiques liées au changement climatique. Est-ce qu'il y a une réaction peut-être pour quelqu'un de formation? Bonjour, Fabrice Infanti. Excusez-moi, j'ai un petit problème de voix. Alors, j'ai rien à voir avec le monde de l'élevage. Je suis CEO d'une start-up qui travaille sur l'infertilité des semences, de façon générale, sur la performance aux techniques. Et je voulais rebondir sur comment aller plus loin, c'est-à-dire sur la capacité de comment aller communiquer quelque chose qui doit changer. Dans ce qu'on dit dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quand on doit changer les choses, il faut communiquer 5 fois plus, et quand on communique 5 fois plus, en fait, on n'en fait pas assez. Donc, en fait, il faut communiquer. Alors, communiquer, c'est bien, mais moi, personnellement, j'interviens à les universités et dans les futurs scientifiques. Donc, je pense que les données, il faut les intégrer dans le monde de l'agriculture, mais dès le début, c'est-à-dire dans les lycées et les futurs agriculteurs de demain. Parce que c'est eux qui vont pouvoir être confrontés aux ces changements climatiques qui vont arriver assez rapidement. Ils sont exponentiels, on le sait même. Donc, je pense qu'il faut agir très tôt sur la formation et présenter des résultats qui sont applicables dans vos données qui sont présentées, qui sont assez intéressantes. Ouais, c'est juste une vision scientifique, mais je pense qu'il faut communiquer, mais très tôt avec les jeunes en formation. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Frédéric Leboeuf, responsable technique. Vous m'entendez pas? Il faut que je parle plus fort. Là, vous m'entendez? Très bien. Donc, Frédéric Leboeuf, responsable technique. Mes remarques là, c'est que c'est très intéressant. Et en même temps, les questions apportent des précisions qu'on n'aurait pas eues directement. Par exemple, ce que j'aurais voulu avoir comme précision pour le stress thermique, c'est, bon, on a parlé dans la discussion des zones d'ombre, de la proximité, etc. Plein de précisions utiles, mais j'aurais bien aussi voulu avoir la notion de vitesse du vent, par exemple, qui n'est pas forcément inclus dans le modèle THI. Pour le pâturage d'hiver, j'aurais bien voulu avoir des logiques d'appréciation du sol. On a vu en gros que dès que le sol était à 20% d'espace nu, on commençait à être un petit peu limite peut-être au niveau des problèmes. Alors peut-être que c'est 20 ou 25, hein, je
j'ai pas bien vu les conséquences, mais qu'on ait des systèmes d'appréciation du sol, comme on a pu avoir des logiques d'appréciation de l'herbe avec l'herbomètre ou autre chose par le passé, quoi, des fiches plus synthétiques qui permettent de dire, ben voilà, j'ai tous ces paramètres-là à prendre en compte, parce que là, on a une partie de l'info, mais pas suffisamment pour pouvoir décider quelqu'un. Il y a plus d'informations en ligne aussi, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi besoin de ces moments d'échange et d'interaction pour pouvoir approfondir les sujets, en discuter de vive voix et poser. Oui, oui, oui. Clairement, les questions qu'il y a eu autour des présentations étaient apportées à chaque fois quelque chose, hein, des détails supplémentaires assez indispensables pour comprendre tout ça. Merci. Est-ce que, je sais pas si on a le temps de... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Je vais mettre ce micro-là. Oui, bonjour. Donc, Marc Floch, donc je travaille au GDS du Finistère et élu chambre aussi d'agriculture. Et je voudrais savoir si, dans les études à venir, le volet sanitaire et les maladies émergentes seraient pris en compte dans les différentes études, tout simplement, parce que je pense que on en parle beaucoup dans les journaux et sur les réseaux sociaux des maladies émergentes. Et aujourd'hui, j'en ai pas entendu parler. Bon, peut-être parce que c'est novateur. Mais quand on parle de se projeter dans le futur, je pense que ça va être une problématique qui va être intégrée dans les différentes études. Alors, je ne sais pas s'il y a des vétérinaires dans la salle qui pourraient compléter mes propos, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va être à prendre en compte dans les décennies à venir. Voilà. Merci. Merci. Je ne sais pas si dans la salle, certaines personnes ont des éléments de réponse. Donc, c'est pas en lien avec la question juste avant, mais avant encore. Donc, moi, je suis Mathilde Moreau, je suis prof en BTS au lycée Les Vergers à Dole de Bretagne. Donc, oui, tout ça est bien sûr transféré à nos étudiants et présenté. C'est des questions auxquelles, qu'on aborde tous les jours avec nos étudiants. Pour vous préciser, j'ai demandé à ce que si c'était possible que des étudiants soient présents aujourd'hui. Donc ça ne l'était pas, et je le comprends par rapport au nombre présent, mais je pense que intégrer des jeunes et pas faire que des opérations pour les jeunes, les intégrer avec des personnes du monde professionnel peut être un moyen aussi pour les aider à transposer et voir justement quelles sont les réactions des personnes qui sont aujourd'hui dans le milieu professionnel et dans le conseil pour les agriculteurs. Et aussi voir effectivement sur le terrain concrètement comment ça se passe, comment les agriculteurs se sont emparés de la chose. Autre chose, quelqu'un a dit que le temps, c'est un faux argument. Je suis pas sûre quand même, parce que on voit bien nos jeunes. Aujourd'hui, on leur a demandé de faire un travail sur justement le changement climatique dans leur exploitation de stage. Et la difficulté, c'est qu'il faut aussi que les exploitants trouvent le temps justement de réfléchir avec eux sur ce qui peut impacter leur exploitation demain, aujourd'hui et demain. Et le temps de travail aujourd'hui en exploitation, on le voit, est un facteur limitant justement pour ce temps d'échange avec nos jeunes dans les exploitations directement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou suggestions? Merci. Moi, je suis Marion Boutineau d'INRAE et j'ai vraiment été intéressée par la question en fait de l'effet du stress thermique sur les vaches laitières notamment. Et il semble qu'il y ait de fortes variabilités en fait d'un animal à l'autre et puis la possibilité de mettre en place aussi des pratiques. Et donc, on a monté un petit projet dans lequel on essaye d'étudier en fait les répercussions sur la physiologie de la vache laitière. Et on aimerait aussi dans ce projet-là essayer
d'avoir des informations sur les pratiques de terrain qui pourraient améliorer, parce que dans nos études de recherche, on va objectiver l'effet sur la physiologie, éventuellement la santé, et puis surtout le bien-être et de la vache laitière. Mais on aimerait bien répertorier les initiatives de projets qui nous permettent de mettre en place une meilleure connaissance du terrain sur comment mettre en place des pratiques qui permettraient de limiter ces effets du stress thermique sur le bien-être et la santé de la vache laitière. Voilà. Ok, des croisements à faire. Peut-être que, ouais, ouais, enfin, tu me dis, hein. Mais je vous propose qu'on s'en tienne là pour le débrief de la séquence. Je voulais remercier tous les intervenants. C'était vraiment intéressant, les résultats qui ont été partagés et vos questions, parce que c'est vrai que poser les questions, ça permet aussi de creuser des points qui méritent d'être creusés. Juste, on voit sur les différents résultats qui ont été présentés, on voit qu'il y a différents niveaux d'avancement avec des choses qui sont éprouvées. Et là, il y a vraiment la question de comment ces pratiques-là soient mieux connues, mieux diffusées et adoptées derrière. Sur le côté corrélation entre l'efficacité technico-économique et les impacts environnementaux, le fait que ça aille de pair, ça, on le sait, c'est éprouvé. Maintenant, comment on arrive à diffuser ces pratiques d'optimisation un peu plus largement. Sur la production fourragère, moi j'ai retenu pratiques validées pour le pâturage hivernal, que ce soit le sorgho, les métailles. On voit que voilà, il y a vraiment des solutions qui existent. Et là, on est au stade de comment les diffuser, les faire connaître mieux sur le terrain auprès des éleveurs. Et puis il y a des sujets, des thématiques sur lesquels on est un peu plus au début, où on a des premiers résultats vraiment intéressants qui donnent envie de se retrouver dans 2 ans et d'avoir les nouveaux résultats et d'en connaître un peu plus. Sur le méthane, la fermentation entérique, je retiens ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forte variabilité entre individus, avec un champ immense sur la sélection génétique qui s'ouvre à nous, et sur le volet stress thermique aussi, des premiers résultats vraiment intéressants, mais on n'en est pas encore au stade, comme ça a été dit, de pouvoir avoir des seuils d'alerte utilisables derrière par les éleveurs. Donc vraiment des travaux en perspective et des futurs résultats qui donnent vraiment envie de se retrouver dans 2 ans. Voilà, donc merci encore à tous les intervenants. Et puis je laisse le mot de la fin à Mathieu peut-être. Du pratico-pratique. Dans 2 ans, oui, pour la biennale, on vous accueille avec plaisir, mais les fermes sont là pour ouvrir, il y a des portes ouvertes, il y a des interventions au SPACE, au sommet de l'élevage, au 3R et à la FPF et ainsi de suite. Et puis on a nos résumés d'études et des vidéos qui sont aussi produites sur le site web. Donc attendez pas 2 ans pour taper FarmXP sur votre moteur de recherche préféré.